des opportunités des technologies de l'information et de la communication dans le continent africain. Je vais, à la suite du brillant exposé de notre collègue Marianne de l'Union africaine des télécommunications, que je salue de passage, et aussi la présentation de Windsurf et de l'Union africaine des télécommunications et l'Union internationale des télécommunications, étant peut-être le dernier présentateur, je ne sais pas si Pierre Agilon sera là, il va présenter, mais beaucoup déjà des questions ont été couvertes, et donc je vais essayer, pour ne pas répéter, prendre ces questions sous l'angle plutôt de la mutualisation des efforts de développement des technologies de l'information et de la communication dans le continent africain en général, et cela dans le cadre de certaines activités que j'ai déjà eu à mener au cours des dernières années, aussi bien au sein de l'Union africaine des télécommunications, l'Union internationale des télécommunications, au niveau de Smart Africa, que j'ai dirigé pendant 3 ans. Il s'agit pour nous de pérenniser les avancées dans les développements des technologies de l'information et de la communication, de mutualiser les efforts, surtout échanger les expériences. Le partage d'expériences au niveau du continent africain est extrêmement important. Je vais tiendre. Excusez-moi. Je peux dire que ça m'arrive à moi aussi. Malheureusement, les télécommunications ne s'arrêtent pas toutes seules. Absolument. On n'arrive pas moi encore mieux que vous, hein, parce qu'on est dirigé par un Britannique qui est plus francophone que nous-mêmes. Et donc, nul n'est pas fait, on dirait. Alors, donc, je disais que nous avons une approche continentale qui serait importante, parce que nous devons, Windsurf, aussi bien le représentant de l'unité que la représentante de l'Union africaine des télécommunications ont tous parlé de la nécessité du développement du capital humain. Ça, c'est très important. Et cela peut se faire au niveau africain. Cela est très important parce que notre objectif final, c'est quoi? C'est d'atteindre un développement harmonieux dans tout le continent. Notre objectif, c'est d'industrialiser le continent africain du point de vue technologie de l'information et de la communication. Aucun de ces équipements n'est fait ici. Nous avons 3 grands chantiers. Un, c'est l'infrastructure, le développement de l'infrastructure, que ce soit les infrastructures de communication, les infrastructures de data center, les infrastructures de commutation et échange. Et aussi les terminaux. Rien ne se fabrique sur le continent africain aujourd'hui avec 1,2 milliard d'habitants. Et donc, nous avons la possibilité, si nous mutualisons nos efforts, de créer un marché commun africain. C'est ce qui est important. Cela nous permettra vraiment de créer des emplois et d'innover, et d'utiliser cette masse de cerveau humain que nous avons. 1,2 milliard d'habitants, c'est 1,2 milliard de cerveaux. Hein? Et vous savez, comme vous avez l'intelligence humaine ou l'innovation n'est pas propre à une nation, une culture ou une civilisation, c'est propre à tous les humains. Et donc, avec 1,2 milliard d'habitants, nous avons la possibilité d'innover dans le continent africain. Mais il s'agit pour nous de faire en sorte que nous faisons l'utilisation des économies d'échelle. C'est ça, c'est une des grandes stratégies que nous devons mettre en place. Et cela, une fois que nous tombons d'accord sur quelques pays fabricant
des smartphones, d'autres fabricants des téléviseurs, d'autres fabricants des disques durs, d'autres fabricants des différents éléments des data centers. Tous pourront utiliser le marché africain et en profiter chacun. Dans le deuxième domaine, c'est encore le plus intéressant, c'est le développement de logiciels et des services. Le développement de logiciels, voilà la seule industrie qui n'a besoin d'autre chose que du cerveau humain pour innover. Et vous savez très bien que sur les centaines d'applications, ce que nous appelons des apps que nous avons sur nos smartphones ou nos tablettes, elles sont faites ni par nous, ni pour nous. Toutes ces applications sont faites pour le besoin de certains utilisateurs et ils l'ont mis sur le marché. Et nous avons trouvé que ça remplit certaines conditions pour nous. Ça peut résoudre certains de nos problèmes. Imaginez des jeunes Africains qui développent des logiciels. Un logiciel, c'est quoi? C'est une solution locale à un problème local. Et donc, si un jeune Africain conçoit une application, il est très probable qu'il y aura au moins 500 millions d'Africains qui trouveront que c'est la solution à leur problème aussi. Et ils vont l'utiliser. Imaginez que nous puissions acheter ce logiciel-là à $1 pièce. Évidemment, le concepteur de ce logiciel-là est multimillionnaire, c'est un multimilliardaire. Et nous allons créer des jeunes milliardaires africains. Chaque semaine, je vois cette possibilité pour nous de créer des jeunes millionnaires africains au moins. Et donc, nous avons tous les domaines, que ce soit l'agriculture. J'ai eu la chance pendant le temps où j'étais ministre de voir les jeunes développer des applications dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé. Si nous devons partager ces connaissances-là, les utiliser dans le continent africain, évidemment, nous allons avoir une valeur ajoutée. Et d'où l'importance encore du développement du capital humain et de la mutualisation des efforts afin de créer ce que j'appelle le marché commun africain. Nous avons la chance que la zone de libre-échange a été signée en 2014 par les pays, 2018 par les pays africains. Et je rêve de voir en fait cette zone de libre-échange mise en place en fait dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. C'est le plus rapide. À l'époque, vous vous souvenez, ils avaient déclaré l'ouverture des airs, de l'air et de l'espace aérien. Évidemment, pour moi, l'ouverture des zones va précéder cela. Comme vous le savez, à la création de l'Organisation mondiale du commerce, c'est les services de télécommunications qui ont été les premiers services qui ont été mis en place. Donc, l'opportunité est énorme pour le continent africain. Et c'est pourquoi il y a certaines agences qui sont déjà mises en place, qui sont en train de travailler ensemble avec l'Union africaine des télécommunications, avec l'Union internationale des télécommunications, la CEA, et surtout Smart Africa. Donc, nous voyons ces opportunités-là qui vont créer les opportunités. Mais je ne veux pas monopoliser le micro avant de quitter. Je vais quand même lancer des éloges vraiment assez mérités à la société civile qui est dans ce domaine qui est dirigé par l'agence telle que CAPDA. CAPDA est en train de jouer ce rôle. La société civile a un rôle de gendarme, un rôle de catalyseur, un rôle de défenseur
du droit des consommateurs. C'est d'ailleurs pourquoi il nous réunit chaque année. Je ne peux pas compter d'ailleurs combien de fois j'ai participé à ce forum-là, y compris physiquement à Yaoundé. Et donc, je salue la persistance avec laquelle vous continuez à nous réunir. Michel, bravo à votre équipe pour cette persistance-là. Et je voudrais, en tout cas, une fois, vous dire que pierre que vous êtes en train de poser dans l'édifice de la construction de cette société de l'information en Afrique sont en train de produire les effets escomptés. Enfin, je vais tout simplement dire un certain nombre de points qui, à mon avis, seront importants. Le développement de la culture de l'Internet et cette utilisation à bon escient. Je vois malheureusement dans des pays en guerre comme le mien, certains pays du Sahel sont en guerre aujourd'hui, et dans les réseaux sociaux, les djihadistes gagnent le terrain, gagnent la bataille des réseaux sociaux. Hier soir encore, j'ai vu des messages vidéo très éprouvants d'attaques contre les citoyens qui sont mis en ligne par des djihadistes, des crimes au lieu perpétrés et qui sont malheureusement repartagés par nous-mêmes. Nos concitoyens sont en train d'ajouter à la psychose que peut jouer, que veut justement le terrorisme dans nos pays. En voyant cette façon atroce dont tuent certains de nos villageois, nous ne devons pas en fait partager, c'est ajouter de l'eau à leur moulin, partager l'information. Donc il faudrait qu'on fasse un effort grandiose à éduquer nos masses afin que nous puissions faire un bon usage de l'outil et technologies de l'information et de la communication. Et on dit avoir le savoir-faire, faire savoir aussi. Et il faut qu'on passe cette information-là pour que les gens ne se deviennent pas des outils du terrorisme, ce qui est en train de se passer actuellement. Cela rejoint beaucoup d'autres questions que je ne vais pas aborder ici, sur les aspects de la cybersécurité, son importance, les aspects de la coordination de notre corps, et beaucoup d'autres aspects. Mais surtout, je finirai par l'importance de l'objectif final qui est la création d'emplois pour les jeunes. C'est très important que nous abordions cette question et c'est sous ce angle-là qu'au sein du gouvernement, nous étions en train d'aborder cette question. Comment mettre en exergue ces outils qui sont créés par nos jeunes et comment leur donner l'esprit de l'entrepreneuriat qui leur permettrait de créer non seulement des emplois pour eux-mêmes, mais des emplois pour d'autres jeunes. Et cela demande une certaine culture, la culture de l'entrepreneuriat, et cette confiance-là qu'on doit leur donner d'abord, et aussi leur donner le courage d'entreprendre. Je disais avant de rentrer dans cette salle-là que les anglophones sont beaucoup plus entrepreneurs que les francophones. Et ça, on le voit même dans la création d'emplois ici, l'accès, par exemple, au financement, l'accès aux prêts. Les banques ne sont pas encore prêtes à prendre de risques sur nos jeunes, alors que l'entrepreneuriat vient avec un certain risque. Et à cause de ça, l'échec, en fait, est puni dans nos pays. Si un jeune entrepreneur tente une aventure et qu'elle ne marche pas, eh bien, il devient
l'échec personnifié. Alors que dans les pays anglophones, il faut le dire, si vous avez échoué 10 fois, vous êtes recherché par toutes les banques qui veulent vous financer parce qu'ils savent que vous savez 10 façons de ne pas commettre des erreurs. Donc la prochaine fois sera la bonne. Donc vous serez milliardaire avec eux. Ils vont investir en vous. Et il faut qu'on change cette culture-là. Et afin que le gouvernement soit en train de faire l'effort dans ce sens-là, pour pouvoir encourager les jeunes et aussi à les mettre en contact avec les entrepreneurs qui ont déjà réussi, afin qu'ils voient l'exemple. Donc voilà en gros quelques points que je voulais soulever ici en complément des interventions très éloquentes qui m'ont précédé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Touré, pour cette intervention avec des points d'ailleurs très concrets, très opérationnels, très pertinents. J'avais une liste devant moi sur les choses dont nous n'avions pas encore parlé, et les startups sont bien sûr quelque chose dont tout le monde parle, et nous n'avons pas encore touché à ces startups. Il y a d'ailleurs des questions qui ont commencé à apparaître dans le chat. Alors, avant que l'on ouvre, parce que d'abord, je voulais voir si Pierre Danginou nous avait rejoint, mais si cela n'est pas le cas, on va pouvoir regarder. Alors, le concours de l'ATU Africa Innovation Challenge, donc le link est dans le chat pour les gens qui sont intéressés, et en français et en anglais. Et il y a quelques questions qui sont arrivées dans le chat. Alors, voyons voir. Est-ce que Pierre Danginou est avec nous? Et sinon, nous allons… Je ne pense pas. Bon, OK. Alors, à ce moment-là, on va aller directement aux questions. Et la première question, c'est de ISOC Mali, donc le hub d'ISOC Mali qui pose la question. L'Afrique constitue un marché, certes, mais pourquoi ce marché ne profite pas aux Africains? Grande question. Qui va se lancer là-dedans? Et je demande, alors je ne sais pas si je regarde si quelqu'un est prêt à… Ben, Docteur Touré peut-être ou Monsieur Barbry, comme vous voulez. Oui, je suis prêt à prendre cette question-là, si vous permettez. Je suis entièrement d'accord que… Je suis entièrement d'accord, c'est une affirmation qui est là. C'est pourquoi je parlais du marché commun de 1,2 milliard d'habitants. Vous savez, quand vous parlez à un investisseur et que vous lui dites que vous avez un marché de 1,2 milliard d'habitants, il se dit, mais si je fais $1 par personne, par mois, mais je suis multimilliardaire. Et c'est ça, cette opportunité-là qu'on est en train de perdre en Afrique. Nous sommes divisés en 52 micro-marchés et donc nous ne sommes pas viables individuellement. Ce n'est qu'en venant ensemble que nous pouvons mutualiser justement et devenir un poids, au moins au point où nous pouvons dire à les industriels, oui, venez fabriquer, on va acheter, mais à condition que vous venez fabriquer chez nous. Là, on va créer des emplois, on va faire un transfert de technologie, on va faire baisser les tarifs. Et donc, on va faire une meilleure utilisation. On va encore ajouter la valeur parce que nous allons concevoir des choses pour nous-mêmes. On va adapter certaines solutions à nos besoins. Voilà donc le grand hic que nous avons. Le marché, le continent africain est partagé en 52 ou 54 petits pays. Et donc, nous ne sommes pas viables, sauf certains pays tels que le Nigeria avec ses 200 millions d'habitants, l'Égypte, le Soudan, l'Afrique du Sud, le Congo, la DRC et l'Algérie peut-être. Voilà des pays qui, à cause de leur population, ils ont une certaine marge qui leur permet de pouvoir attirer une industrie qui fabrique localement d'abord pour le marché local et qui peut exporter. Et nous pouvons capitaliser avec eux. C'est pourquoi, à la création de Smart Africa, nous avons voulu jouer sur ça en se disant que nous allons faire en sorte que les pays africains pourront chacun
faire quelque chose chez lui. Pourquoi c'est important? Parce que, vous savez, malheureusement, et il faut le dire, je le dis avec beaucoup de jeunes, parce que nous avons des non-africains dans l'audience ici. Hein? Je préfère acheter un produit qui vient d'Europe que d'acheter, si c'est un produit qui est fabriqué chez mon voisin en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui nous arrive? On a achète du café, c'est le café qu'on achète, dans ça vient de Côte d'Ivoire, après on va transiter ailleurs. On a le Lipton qui transite par, c'est même pas transité par l'Angleterre. Lipton, c'est une compagnie, mais c'est mis en sachet en haute mer et c'est versé chez nous. On a pu acheter directement au Kenya, en Tanzanie ou au Rwanda. Pourquoi on n'a pas développé le marché africain? C'est sur tous les plans. Donc, nous devons, sans aller dans le détail des autres secteurs, dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, nous devions avoir une stratégie commune. Déjà, il y a un grand pas. Nous avons, comment dirais-je, la réglementation qui est harmonisée. Ça, c'est un grand pas. Quand la réglementation est harmonisée, ça permet d'ouvrir les frontières du point de vue passage de l'information, passage des équipements et des infrastructures. Nous avons commencé avec beaucoup de difficultés le roaming africain, tout simplement. Pourquoi dois-je faire du roaming quand je viens du Mali, je vais en Côte d'Ivoire? Ça devait aller comme si c'était une communication locale. Hein? L'exemple des États-Unis, vous avez 50 États aux États-Unis. Vous ne faites pas de roaming entre la Californie et le New Jersey, ou Connecticut, Washington. Et techniquement, donc, c'est possible. Sur le plan de la réglementation, il y a une très grande harmonisation. Je sais parce que l'UIT a dirigé pendant plusieurs années, quand j'étais encore directeur du développement des communications, l'harmonisation au niveau sous-régional. On a commencé par les organisations sous-régionales, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, les pays d'Afrique du Nord. Ils ont tous une harmonisation au niveau réglementaire. Et après, on est parti, la pyramide est montée, on est monté d'un cran au niveau africain. L'Union africaine de télécommunications a joué un rôle très important pour cela. Donc, il y a une harmonisation. Ceux qui nous diront qu'il n'y a pas d'harmonisation, nous diront des choses qui ne sont pas là. Et donc, toutes les conditions sont là pour que le continent africain puisse développer un certain nombre d'infrastructures africaines et fabriquer pour le reste du continent. Donc, si on avait des téléviseurs fabriqués dans un pays et partagés pour tout le continent, des smartphones dans un autre, partagés pour tout le continent, des fours à micro-ondes dans un autre, chacun aurait quelque chose à faire, donc on ne va pas dire que c'est parce que ça ne vient pas de chez moi que je ne vais pas acheter de l'autre, du voisin, parce qu'il y a une interdépendance entre nos pays, et c'est important. Et donc, à ce niveau-là, je crois que ce serait un win-win, même pour les grands industriels, ce serait un win-win pour tout le monde. Et donc, ça, c'est des efforts que nous devons faire, mais personne ne va le faire pour nous, certainement pas les autres puissances qui nous considèrent comme leur marché. Et c'est à nous-mêmes de décider ce que nous devons faire. Et ce débat-là est déjà engagé au niveau de plusieurs pays. Il y a certains chefs d'État qui ont pris le leadership sur ce plan-là. C'est pourquoi Smart Africa a vu le jour au Rwanda, sous la houlette du président Kagame. Et avec plusieurs autres chefs d'État, il y avait 8 chefs d'État qui ont créé ça, dans le président du Mali à l'époque. Et donc, nous avons des opportunités pour faire quelque chose pour le continent africain. Mais ce n'est pas mieux, mais en réalité, moi, le fait que ça n'existe pas aujourd'hui, cela veut dire qu'il y a une opportunité. Quand on dit que
quand vous allez dans un pays et que vous trouvez que les habitants ne portent pas de chaussures, vous avez deux choix. Vous allez dire, ah, ça, c'est pas un bon marché de chaussures, et vous ne faites rien. Soit vous dites, ah, c'est une opportunité pour fabriquer des chaussures ici. Et voilà, donc, dans le continent africain, tout est ouvert. Et donc, nous devons le faire ensemble. Mais il y a certaines choses qui n'ont pas besoin de gros investissements. Il suffit seulement de s'organiser. Le développement des logiciels, par exemple. J'aimerais voir des applications qui appartiennent à des jeunes africains qui sont là sur leur smartphone, qui s'achetaient à $1, que chacun pourrait acheter. On a créé immédiatement. Et donc, cette opportunité est là. Le seul ingrédient nécessaire pour ça, c'est le cerveau. C'est la seule ressource naturelle qui est équitablement distribuée dans le quartier. Et donc, on doit en faire bon usage. Évidemment, il faut un leadership pour créer cela, pour pouvoir juguler ces efforts-là. Merci, Dr Touré, pour nous avoir amené dans l'innovation africaine. On l'a vu d'ailleurs avec les paiements de porte-monnaie électronique qui sont déjà utilisés en Afrique depuis très, très longtemps, bien avant d'autres pays. Donc, cette innovation existe. Monsieur Barbry. Permettez-moi de compléter ce point-là parce que vous avez touché un point très important, c'est la monnaie mobile aujourd'hui, qui a été une invention africaine. Ça a été créé en Tanzanie et au Kenya par des gens qui n'avaient pas de compte bancaire, comme plusieurs autres africains, mais qui ont un téléphone. À l'époque, ce n'était même pas un smartphone. Ils avaient un téléphone et comme ils avaient l'habitude de transférer des crédits, et bien, ils se sont dit pourquoi pas transférer de l'argent. Et ce qui augmentait la sécurité parce que dans certaines zones, c'était dangereux de se promener avec l'argent liquide. Et donc, si vous perdez votre téléphone, vous avez toujours votre argent qui est dans le cloud. Et donc, vous pouvez avoir accès. Ça a été créé en Afrique. Et grâce à cela, aujourd'hui, vous pouvez payer votre parking à Tokyo ou à New York. Et donc, voilà un exemple d'innovation qui vient de l'Afrique et qui a été exporté dans le reste du monde entier. Bon, évidemment, ce n'est pas un exemple aussi très éloigné, hein, parce qu'en réalité, ceux qui l'ont inventé, il faut le dire ici, n'ont pas enregistré la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle du mobile money, de M-Pesa, ça a été enregistré par Vodafone. Et donc, malheureusement, d'où l'importance de créer des bureaux de protection de la propriété intellectuelle dans tous les centres d'innovation que nous allons mettre sur le continent. Vous allez en Corée du Sud, dans les centres d'innovation, dans les parcs technologiques, eh bien, vous avez, à l'entrée, vous avez un bureau de propriété intellectuelle. Des juristes qui se promènent toute la journée, de bureau en bureau, pour voir les jeunes, voir à quel niveau d'avancement ils sont. Et ils vous disent, ah oui, si vous êtes arrivé à ce niveau d'avancement dans votre conception, dans votre idée, venez dans mon bureau, on va vous enregistrer pour que cette propriété, la propriété vous revienne. Si quelqu'un l'utilise, évidemment, vous en aurez les risques. Et ça, c'est important. Donc, c'est des petits détails, mais très importants dans le processus que nous devons continuer à mettre en place. Voilà, et c'est pour ça que j'avais mentionné les porte-monnaies électroniques, car oui, bien sûr, inventés, mais utilisés par d'autres, et les brevets sont quelque chose de compliqué, de difficile. On va tourner maintenant sur Antoine Barbry. Monsieur Barbry. Merci, Monsieur Crépin-Leblond. Merci, Monsieur le modérateur. Écoutez, bon, le docteur Touré a déjà posé nombre des bases de réponse à cette question. C'est la question la plus judicieuse qu'il pouvait y avoir. Il y a un énorme potentiel dans les pays africains, mais pourquoi ce potentiel ne peut pas être maximisé et pourquoi les pays africains sont en retard? À mon sens, la réponse, elle est malheureusement multiforme. Et donc, ça veut dire que les solutions sont également multiformes. C'est-à-dire, il y a à la fois, si on commence du début, il y a un gros problème pour des infrastructures. Un grand nombre de pays ont des pourcentages ridicules de leur population qui ont un accès
à l'Internet. C'est une chose d'avoir accès via un smartphone, mais il faut également un accès via des ordinateurs plus puissants, des centres qui peuvent constituer des hubs. Et je dirais c'est le point de départ de toute stratégie. Il faut que les infrastructures soient là, que les populations aient accès aux technologies pour que le potentiel de ces technologies soit maximisé. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, comme on en a déjà parlé dans les priorités de la stratégie francophone, il y a probablement un déficit de compétences technologiques, un manque de familiarisation avec ces technologies numériques qui doit être développée, notamment au sein des populations jeunes, puisque, comme on l'a dit, c'est un continent très jeune, donc qui, de ce point de vue-là, a un très grand potentiel, puisque on sait que forcément, les populations jeunes ont une utilisation plus aisée des nouvelles technologies que leurs aînés. Troisième élément, et pas le moindre, c'est probablement le déficit du cadre législatif, parce qu'on sait très bien, notamment en matière de données, vous savez que les données représentent maintenant un pan important, sinon primordial, de l'économie du numérique. Les données africaines intéressent tous les grands acteurs internationaux, parce que, évidemment, ce sont des populations jeunes qui utilisent beaucoup l'Internet, qui créent beaucoup de données qui peuvent être monnayées. Le problème, effectivement, c'est que ces grands acteurs internationaux sont très présents en Afrique, pas simplement parce que l'Afrique est un continent très intéressant, mais parce que le cadre législatif est encore fragile. Et donc, d'une certaine manière, c'est un Far West dans lequel des grands acteurs nagent avec délectation, on leur a fixé peu de limites, peu de cadres, et ils ont la possibilité, je dirais, de profiter à plein des données du continent et de les rapatrier finalement dans leur pays d'origine. Donc, un des grands défis, c'est effectivement créer le cadre législatif et un cadre législatif qui ne soit pas toujours à la traîne des avancées technologiques. Ça, c'est aussi le problème. Les avancées technologiques sont tellement rapides qu'il faut que le cadre législatif suive. Et il faut que ce cadre soit créé pour que justement ce soit les pays africains eux-mêmes qui puissent profiter du développement de l'économie numérique dans leur pays et je pense notamment aux données. Voilà. Alors, loin de moi l'idée d'avoir couvert tous les défis des pays africains pour tirer profit de cette économie numérique, mais voilà, trois grands champs. Un dernier pour la route, j'ai envie de dire, c'est effectivement, avant de pouvoir tirer profit d'un secteur, il faut déjà bien comprendre l'état de son secteur, son potentiel, ses limites, ses faiblesses, là où il faut travailler. Et ça aussi, c'est un préalable. Et c'est un préalable dans lequel nous nous engageons, dans lequel la CNUSED s'engage pour tout ce qui est le commerce électronique. Et c'est un préalable qui est important pour ne pas prendre des engagements, notamment des engagements internationaux, qui seraient au détriment des intérêts du pays sur le long terme. Et donc, avant de s'engager dans toute négociation internationale, notamment, ou même bilatérale, en fait, il est important d'avoir une idée très claire du potentiel des nouvelles technologies dans son propre pays. Et je dis bilatéral, c'est ta raison, parce que en fait, on sait que les accords commerciaux bilatéraux ont tendance à inclure des clauses numériques beaucoup plus contraignantes pour les pays en développement que les accords internationaux, parce que les pays économiquement les plus forts jouent sur, effectivement, à la fois le rapport de force et aussi peut-être une certaine méconnaissance des enjeux les plus urgents des nouvelles technologies, et donc introduisent des clauses assez contraignantes dans les accords bilatéraux de commerce et d'investissement. Et donc là aussi, c'est le rôle des partenaires internationaux d'aider les pays francophones à mieux saisir la portée des engagements qu'ils prennent, à la fois des engagements bilatéraux et des engagements multilatéraux. Voilà. Merci, M. Barbry. Alors,
D'abord, je tiens à noter qu'on est un petit peu en retard parce qu'il y a beaucoup de questions et heureusement, les organisateurs nous ont donné une dizaine de minutes de plus pour pouvoir répondre aux questions parce que c'est un sujet absolument passionnant. Je reviens à vous, M. Barbry. Il y a une remarque de Avis Momeni qui, vous avez vous-même parlé des jeunes, de l'intervention auprès de la population jeune africaine. Est-ce qu'il y a des initiatives concertées entre l'IUT, l'OIF et l'UNESCO pour l'enseignement, l'utilisation d'éthique et notamment le numérique au niveau de l'éducation de base dans les écoles primaires pour susciter la curiosité des enfants? Écoutez, c'est un très bon point. Effectivement, donc nous sommes bien au fait des projets qui sont menés de concert par l'UIT et l'UNESCO. Et dans le cadre de ce projet Déclic formation au métier du numérique, il y a un rapprochement qui est en train de s'opérer avec cette initiative de l'UIT et de l'UNESCO. Donc, je pense que dans les années, vraiment les toutes prochaines années, il y aura des initiatives assez fortes menées à plusieurs, puisque dans ce genre de projet, vu l'importance des besoins, un acteur seul ne peut pas grand-chose. Donc, je pense qu'il faut effectivement suivre de près ce qui va se mettre en place dans les prochains mois, dans les prochaines années. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus parce que je ne pilote pas, moi, ce projet au siège de l'OIF, mais je sais que mes collègues à Paris sont en discussion avec l'UIT et l'UNESCO pour rapprocher, en fait, des projets qui ont des contenus similaires pour des publics cibles similaires. Donc, effectivement, la jeunesse francophone, la jeunesse des pays de l'espace francophone est vraiment notre public prioritaire dans l'action numérique, notamment pour favoriser l'employabilité de ces jeunes. Alors, une autre question qui a été posée pour l'OIF par Victor Fotsokwate qui demande comment l'OIF peut accompagner les étudiants-chercheurs dans leurs travaux de recherche en termes de financement de voyages, de recherche dans les laboratoires du Nord. Il parle notamment du besoin de l'université de Chang. Oui, alors j'ai vu cette question. Alors, c'est une question un peu complexe parce que, bon, vous imaginez bien, la demande est très intense. Les ressources de l'OIF ne sont pas infinies. Donc, j'aurais du mal à répondre à ce monsieur en termes individuels pour l'aider, lui, à titre personnel. Il y a des projets, notamment, où on essaie de collaborer avec des institutions francophones de pointe comme l'École polytechnique fédérale de Lausanne, pour tenter d'augmenter le nombre de thésards francophones au sein de cette institution. Mais évidemment, on parle là de dizaines de cas, au mieux de centaines de personnes. On sait que les besoins se comptent en dizaines, voire centaines de milliers. Donc, je ne voudrais pas décevoir cette personne. Je ne peux pas dire que l'OIF va l'aider, lui, à titre personnel dans ses voyages. Je pense qu'il faut qu'il regarde de près, qu'il étudie de près le site de l'OIF, hein, qui a été vraiment remis à jour et qui contient les informations les plus à jour, et qu'il regarde les programmes de soutien. Mais c'est vrai que l'action de l'OIF, au final, nous sommes un acteur multilatéral assez modeste en comparaison de grandes organisations internationales. Et donc, c'est une action plus à un niveau macro qu'à un niveau micro. Et donc, voilà, je ne peux pas garantir à ce monsieur que l'OIF lui financera ses voyages dans les institutions académiques du Nord. Merci. Je me tourne vers Mme Slimani et une autre question de Victor Fotsokwate à propos de l'apport du numérique dans les langues locales. Est-ce que l'on peut mettre l'apport du numérique dans les langues locales dans le pilier concernant l'identité africaine? Concernant l'identité numérique africaine, c'est un projet qui est en cours. Ce projet vise à faciliter l'acceptation des identités provenant de différents pays pour faire des transactions numériques, pour pouvoir justement faciliter l'accès au marché numérique africain, etc. Donc, l'usage de langues, ou plutôt la variété de langues qu'il y a en Afrique,
ce n'est pas un facteur. Bon, il peut être utilisé sur le plan national pour permettre la compréhension ou la lecture ou de ces documents à l'échelle nationale, mais d'un point de vue continental, le projet vise à faciliter l'interaction interpays, intergouvernemental. Donc, l'usage de langues locales ou des dialectes nécessite bien sûr des coûts supplémentaires, des codifications et n'est pas bien sûr n'a pas d'intérêt économique pour les échanges entre les pays et dans le cyberespace. Voilà, donc c'est encore en discussion, mais si certains pays souhaitent le faire, donc ce sera bon, ce sera pas… Oui, Kossi Amessinou parle de l'Afrique étant une société d'oralité. Et si nous ne concentrons pas nos énergies sur l'oralité, serons-nous efficaces et compétitifs face aux autres régions du monde? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais l'oralité nécessite des moyens de transcription, de transmission. Aujourd'hui, je pense qu'avec les nouvelles technologies, on pouvait éventuellement se concentrer sur ces nouvelles technologies pour continuer à promouvoir cette culture d'oralité, moyennant des enregistrements, moyennant des sauvegardes, moyennant de la culture, des traditions, en principe, au contraire, les technologies numériques vont aider à préserver ce patrimoine et promouvoir l'oralité en Afrique, et non pas le contraire. Merci pour votre réponse. Et on va, je pense qu'on aura bientôt plus le temps, donc j'ai encore noté 2 questions qui sont un peu plus techniques à propos des hébergements des données en Afrique. Kossi Amessinou qui qui pose la question, pourquoi est-ce que toutes les données des entreprises, administrations africaines sont majoritairement hébergées hors de l'Afrique? Pourquoi est-ce que les data centers sont rares en Afrique? Quelque chose qui manque. Et Sylvain Baya qui pose la question à propos des logiciels libres. Une infrastructure de type App Store, hébergée localement, accessible pour les startups numériques africaines. Est-ce que quelque chose comme ça est possible? Et alors là, c'est vraiment une question à tous nos intervenants. Je pourrais éventuellement répondre concernant les data centers. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des infrastructures qui sont très capitalistiques, donc nécessitent beaucoup d'argent pour investir dans de telles infrastructures. En Afrique, ce sont surtout les gouvernements qui pourront le faire, mais éventuellement, s'il y a des privés qui souhaitent le faire, nous avons constaté qu'il y a une absence de réglementation de ce type d'activité. Donc, c'est sur cela que nous sommes en train de travailler pour harmoniser et mettre en place des réglementations standards en Afrique permettant la création de ce centre de données. D'un autre point de vue, ce sont des infrastructures énergivores qui nécessitent beaucoup d'énergie. Donc, et on sait qu'en Afrique, on a des problèmes d'électricité, des problèmes, donc il y a un problème de coût. Et en général, quand on a ce type de data center, les coûts d'hébergement sont plus importants qu'ailleurs, que dans d'autres pays. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises ou d'opérateurs préfèrent héberger leurs données ailleurs pour des raisons de coût, de sécurité, de continuité de service. Mais nous sommes en train de travailler sur ce type de réglementation, de standards, de normes aussi, parce qu'il y a des normes à respecter pour pouvoir délivrer un bon service, pour permettre à nos États membres de pouvoir mettre en place des data centers et la réglementation qui va avec pour pouvoir promouvoir ces activités en Afrique. Voilà ce que… Merci pour vos informations. Je passe la main, le micro au hub principal. OK, merci, M. Leblanc.
je tiens à vous informer par rapport au départ du docteur qui a eu des empêchements, puisqu'il est dans une autre conférence. Donc, il a tenu à s'excuser pour aller continuer dans la seconde conférence. En plus de ça, j'ai une question. Je vais enchaîner à la suite du docteur Kossi. Hormis les data centers, je voudrais avoir une précision par rapport à ce qu'on peut appeler du contenu local. Parce qu'on a un certain nombre de scénarios. Nous avons des contenus, d'ailleurs, qui peuvent être hébergés chez nous. Est-ce que ces contenus-là, on peut les considérer comme étant des contenus locaux? On peut avoir aussi des contenus de chez nous qui sont hébergés ailleurs. Est-ce que les contenus de chez nous hébergés ailleurs peuvent aussi être considérés comme étant des contenus locaux? Ou bien, tout simplement, il faut que les contenus d'ici soient hébergés ici pour être appelés contenus locaux. Je voudrais avoir une précision. Merci. Merci pour cette question. Je ne sais pas qui est prêt à répondre. Madame Slimani, peut-être? Oui, oui. En parlant de contenu local, c'est les contenus qui sont développés localement. Donc, la question d'hébergement ne se pose pas. Qu'ils soient hébergés ailleurs ou localement, ce sont toujours des contenus locaux. Mais des contenus développés dans d'autres pays, où bien sûr, ça ne va pas être un contenu local. Bien sûr, aussi, nous tenons compte de la langue, ça peut être développé dans des langues locales ou des dialectes. Donc, le contenu local est lié à le lieu de développement et pas lié au lieu d'hébergement. Voilà. Je pense que ça répond à la question de monsieur. Voilà, mais merci. Je peux aussi parler d'une anecdote. Pour moi, ça fait des années donc, que je suis sur Internet et j'ai développé mes premiers sites web dans les années 90, au milieu des années 90. À l'époque, on avait nos propres serveurs, on était très contents. Il est clair qu'aujourd'hui, dans les derniers projets dans lesquels j'étais impliqué, les 9 fois sur 10, le contenu a été hébergé sur les grands hubs que l'on voit au niveau international, vous savez, le cloud comme on l'appelle. Pourquoi? Parce que c'est moins cher, c'est plus facile, c'est moins de mal de tête lorsque les serveurs sont attaqués, parce qu'aujourd'hui, au niveau cybersécurité, c'est extrêmement compliqué de faire marcher ses propres serveurs et ça génère moins de trafic au niveau local. On peut utiliser la bande de données au niveau local pour son propre accès à Internet plutôt que de donner l'accès aux données que l'on met sur le web qui est utilisé par les autres. Donc voilà. C'est un peu comme ça. Je ne vois pas, alors je vois de nouveau le hub principal qui a posé encore, qui veut peut-être de nouveau le micro, mais sinon je suis sûr que quelque part il y a quelqu'un qui est en train de regarder sa montre et de dire que nous sommes très en retard. C'est une discussion fantastique, je pense qu'il est peut-être temps de continuer dans dans notre agenda d'aujourd'hui et cela veut dire donc la fin de la session que je suis en train de modérer. Je dois d'abord remercier d'abord CAPDA pour avoir vraiment organisé cette session aujourd'hui, qui est super, vraiment très intéressante. Et bien sûr, nos intervenants, d'abord la vidéo, Dr. Vinsov pour sa vidéo, Myriam Slimani, Monsieur Barbry, le docteur Touré. Vraiment, j'espère que ça a intéressé tout le monde ici. Et je pense que je peux maintenant passer la main à la prochaine personne qui va prendre à partir d'ici. Je ne sais pas si vous avez ce qu'on appelle les closing words, vous savez, les 30 secondes, peut-être pour finir votre intervention. Je vois M. Barbry peut-être. Écoutez, j'offre volontiers mes 30 secondes aux autres intervenants. Merci. Madame Slimani. Je souhaite juste encourager CAPDA à continuer ses efforts. C'est des sujets très importants. L'UAT, bien sûr, en tant qu'organisation continentale, est ouverte à toutes les contributions de toutes les organisations, aussi bien à la société civile que aux États membres. Donc, et nous sommes
heureux de continuer à travailler ensemble et promouvoir cette transformation numérique. Voilà, je vous souhaite un agréable après-midi, fin d'après-midi. Merci beaucoup. Et je crois que le docteur Touré donc, a dû s'absenter. Donc, merci encore beaucoup à lui pour toute son intervention. Et je peux maintenant passer le micro au hub principal, je pense, ou à Capda, je ne sais pas trop. On va voir qui va prendre. Par rapport aux 30 secondes, ce que nous pourrons dire au niveau du hub principal de Bamako, c'est qu'il faut qu'on continue à mutualiser les efforts et à conjuguer également les efforts. Parce que quand on veut aller très vite, on peut aller seul, mais quand on veut aller loin, il faut aller ensemble. C'est ce que nous avons à dire comme premier mot. Merci. Merci beaucoup. Donc maintenant, je passe la main. Alors, je vais peut-être me retourner vers Michel Chenin. Allô? Je ne sais pas. Ou Capda. Allez-y. C'est à vous. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour ce brillantisme modération. Je savais que ça devait être ainsi. Je voudrais saisir l'opportunité pour remercier une fois de plus tous les panélistes de haut vol, Marielle, le docteur Touré, le docteur Vince, monsieur Antoine Barbry, à travers lui, le docteur Georges, et tous ceux qui ont pris la peine de venir partager ce repas communicationnel sur le numérique. Je m'engage, comme je l'ai toujours fait, nous nous engageons à mettre à la disposition des participants et ceux qui n'ont pas eu l'opportunité, déjà le lien, et par la suite, il y aura toujours le rapport qui permettra aux différents responsables d'examiner et de choisir ce qui peut être utile dans leur gouverne. Demain, nous continuer le processus. On démarrera donc à 9 h au lieu de 10 h au lieu de 10 h comme ce matin. Il sera 9 h au Cameroun lorsque nous allons démarrer le processus demain. Nous aurons deux interventions, deux sessions le matin et deux sessions dans l'après-midi. Je voudrais exhorter les uns et les autres à informer le maximum de leurs réseaux respectifs parce que je sais que demain, il y aura des thématiques techniques et qui sont des thématiques à la pointe et dont les acteurs ont pour la plupart envie d'avoir une idée sur comment faire ou mieux encore de contribuer dans le processus. Merci beaucoup à toute la modération, à toute l'équipe du panel. Merci à tous les participants. Merci aux différents répondants de CADA à travers nos régions, le Mali, le Niger, le Sénégal, la République centrafricaine et autres, parce que désormais, bientôt, Olivier, sans doute que nous aurons une antenne en Grande-Bretagne et que tu seras un de nos ambassadeurs. Pourquoi pas? Merci à tous ceux qui ont pris la peine, ont sacrifié beaucoup de leur temps, de leur énergie, de leur économie pour pouvoir participer à cette rencontre. Bonne soirée et à demain. Au revoir. Très bien.